Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette table ronde relative au financement. Je me présente, Éric Legrand de Capinov, et je vous présente Christophe van der Motten du CEI de Louvain-la-Neuve. L'objectif de cette table ronde, c'est un peu de démystifier le monde du financement et d'éclaircir le parcours et le trajet parfois un peu nébuleux que certains entrepreneurs doivent suivre pour pouvoir aller lever des fonds, se financer pour des projets, etc. Et donc notre propos est dans 1h30 au maximum, c'est un peu de baliser les différentes étapes avec différents experts autour de la table que vous allez rencontrer et qui vont nous permettre de pouvoir vous éclairer par rapport à ce monde un peu parfois qui fait peur. On est là en fait pour animer cette présentation. Elle sera divisée en deux grands temps. La première grande partie sera un débat qui va viser à retracer un peu ce monde du financement et à quel moment finalement je dois appeler un financeur et quel financeur et à quel moment. Et la deuxième partie, on va répondre à vos questions. Qui seront nombreuses, je l'espère, et d'aller un peu plus en profondeur avec vos questions sur les différents aspects liés à chaque thématique du financement avec nos experts. On va peut-être démarrer le débat, et je reçois en fait avec Christophe, Pierre de Waha qui vient d'Invest-BW, Clotilde Anet qui vient de B-Angels et Bernard Tilkens de Next Steps, qui sont en fait nos invités pour démarrer le débat maintenant. Et je cède la parole à Christophe. Merci Eric. Voilà, mais donc l'objectif ici est vraiment d'amener de la clarté dans l'univers du financement, de démystifier et de permettre de mieux rendre compte aux entrepreneurs quel est le bon acteur pour financer son projet à un moment spécifique et dédié. Donc Bernard, la première question que j'ai envie de te poser, c'est: quels sont justement ces acteurs qui peuvent intervenir tout au long de la vie d'une entreprise, du premier moment recherche et développement au stade de maturité? Quels sont ces acteurs? Alors en fait, pour essayer d'un peu poser le décor, il y a pour moi 4 grandes familles d'acteurs qui peuvent intervenir à différents moments ou de différentes manières. Il y a d'une part ce qui est sans doute le plus connu, mais qui est très touffu, c'est tout ce qui est le monde des subsides. Donc là, on est vraiment dans les acteurs publics. Avec juste une petite précision, c'est que les subsides, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. Ce qui veut dire que pour construire le gâteau, c'est tout le reste, à savoir tout ce qui est emprunt, donc soit bancaire, soit non bancaire, en mode public, soit l'actionnariat, donc des investisseurs. Et là aussi, on a des acteurs publics et des acteurs privés. Et puis, il y a ce que les banques aiment bien, à savoir les garanties. Et donc, c'est souvent en combinant ces différents outils-là qu'on va pouvoir trouver à la fois une stratégie de financement adaptée au projet, à la structure, donc à l'entreprise, et aussi, pour moi, c'est important, à la personne ou aux personnes qui portent le projet. Parce qu'il y a, pour moi, c'est assez fondamental de respecter la partie privée de la personne, la famille, sa situation privée, et de ne pas mettre en conflit ou en opposition la partie professionnelle avec la partie privée. D'accord. Si on s'inquiète un peu de cette phase, tu parles des privés, donc de l'entrepreneur, des moyens propres qu'il dispose, voire même peut-être des moyens que l'entourage dispose et qui serait prêt à intervenir. Et là, je pense particulièrement au prêt coup de pouce, qui est un prêt qui permet de monter jusqu'à 250 000 €, avec des avantages sous forme de crédit d'impôt de 4%. Est-ce que ce système a le vent en poupe? Est-ce que très concrètement, beaucoup d'entreprises, à l'heure d'aujourd'hui, prennent cette action et activent le coup de pouce? Alors, le prêt coup de pouce qui était lancé en région Wallonne existe déjà depuis quelques années et avait sa bonne petite vie, je vais dire. Et c'est vrai que la crise Covid a fortement accentué très fort les besoins de financement des indépendants comme des TPE et PME. Et là où la région Wallonne, je trouve, a joué un chouette coup, c'est qu'elle a fait évoluer le prêt coup de pouce justement pour associer à la fois des garanties publiques sur la partie prêteur privé, donc celui que ce soit la famille ou des amis ou des connaissances qui prêtent à une entreprise ou à un indépendant a une garantie venant de la région Wallonne, mais en plus la région Wallonne va ajouter 1 € pour l'euro qui est amené par le prêteur. Ça, c'est vraiment dans cette phase
très spécifique qui est la phase Covid. Tout à fait. Et ce côté phase Covid a été prolongé jusqu'à fin 2022, alors qu'au début, c'était prévu jusqu'à fin 2021. Donc, quelque part, il y a peut-être un peu moins urgence pour certains de se dire il faut vraiment que je fasse les démarches parce qu'il me reste un mois, entre guillemets, pour faire ça. Ça a été prolongé dans le temps. Donc, quelque part, on peut en bénéficier encore un certain temps. Au niveau du statut, je dois être en société pour pouvoir faire ça ou en personne physique, je dois avoir déjà créé, je dois avoir déjà une activité ou pas? Alors, là, on commence déjà à aller dans l'aspect détail. Ouais. Généralement, dans ce que je vais expliquer, c'est que dans la quasi-totalité des cas, quand je parle d'entreprise, c'est au sens un numéro de TVA qui existe. Okay. Autrement dit, qu'on soit indépendant à titre principal, indépendant complémentaire, en entreprise au sens personne morale, oui. Dans la majorité des cas, c'est jouable. Okay. Maintenant, c'est clair que, pour revenir sur un des piliers que j'évoquais, le côté actionnariat, qui dit actionnariat dit forcément prise de part, prise de participation dans une entreprise, donc il faut qu'il y ait des parts, et ça, un indépendant, par définition, ça n'existe pas. Donc là, ce n'est que pour les personnes morales. Donc, ce qui veut dire SCRL, SRL, SA, enfin ce type de structure-là. Si on continue notre trajectoire, on voit qu'à un moment donné, l'entreprise qui est au stade du projet est en train de tisonner son marché, voit s'il y a un public preneur pour ce qu'il a à proposer, il fait des tests, il fait une série de tests, il aborde une diversité de segments de marché. Concrètement, de quoi peut-il bénéficier à ce stade très particulier? Alors, je dirais, pour moi, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facettes. Il y a à la fois le côté valider le marché, autrement dit, essayer d'avoir à la fois du qualitatif et du quantitatif. Est-ce que mon marché est preneur? Et je dirais même avant ça, quel est mon marché? Parce que parfois, on n'a pas forcément le profil ou la carte d'identité type de son futur client. Donc, il faut parfois définir le ou les futurs clients et puis quantifier ça. Et je dirais, pour moi, c'est déjà nécessaire avant même de lancer son produit, son service, pour affiner son pricing, son positionnement, son marketing, sa communication, etc. Et s'il y a, comme tu disais tantôt, un aspect recherche et développement, ça permet au moins de définir un cahier des charges de ce qui est à rechercher et développer avant de le lancer sur le marché. Et l'idéal, c'est même à la fois donc avoir un cahier des charges venant du marché pour montrer que la solution qu'on veut mettre en place répond à une problématique. Et puis, avant la fin de cette recherche et développement, c'est de reprendre contact avec le marché pour éventuellement affiner ou ajuster, pour ne pas se dire à la fin, voilà, je suis prêt, je vais me lancer, et puis se rendre compte, il s'est passé 6 mois, le marché a évolué, en fait, ce que j'ai développé, ça ne correspond plus. Tout à fait. Ça, ce serait pour moi, le premier gros caillou qui serait sur le trajet, c'est d'avoir une inadéquation entre l'attente du marché et ce qu'on est prêt à proposer. J'ai envie de poser. Là, on a tout un travail, évidemment, qui consiste à pivoter, à se réaligner, à changer des segments de marché, se réinventer. Tout à fait. Et la crise Covid, pour certains, ça a été l'opportunité de se réinventer, de proposer autre chose. Et pour d'autres secteurs qui sont peut-être moins agiles, comme on dit dans la terminologie, qui sont peut-être moins souples à certaines choses, ils sont parfois contraints de se réinventer, et de certains secteurs qui ne pourront peut-être pas se réinventer, malheureusement. D'accord. Si je suis une entreprise qui est déjà existante et que j'ai justement envie de me réinventer parce que la crise Covid m'a frappé de plein fouet, est-ce que je peux faire appel, je m'adresse à Clotilde, à Pierre, est-ce que je peux faire appel à vous pour cette partie de R&D, de recherche et développement? Parce que si j'ai mon business à assumer, qui est le business de base, mais si en plus je dois trouver de l'investissement pour avoir cette réflexion sur un pivot éventuel de mon entreprise, est-ce que, si je vais chez vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans vos critères d'acceptation, cette partie-là? Est-ce que c'est le bon moment? Ouais. En fait, je pense que là, on est déjà presque plus dans une réflexion du financement, quelque part, de la croissance de l'entreprise. Okay. Donc, quelque part, une entreprise qui cherche à développer éventuellement une nouvelle gamme de produits qui doit passer par une phase de développement, et donc, quelque part, investir dans une forme de R&D qui peut être, je dirais, plus ou moins complexe. Okay. Alors, typiquement, on est dans du financement de l'incorporel dont on n'est pas encore certain, effectivement, qu'elle va avoir une issue et qu'elle va pouvoir générer une rentabilité pour l'entreprise.
Donc typiquement, soit l'entreprise effectivement a les ressources suffisantes et donc elle génère un autofinancement suffisant que pour pouvoir se dire, ben voilà, je vais consacrer cet autofinancement à ce programme de R&D, mais il se peut qu'effectivement, elle n'ait peut-être pas soit la capacité d'autofinancement suffisante ou elle l'a, mais peut-être que ça lui mettra peut-être 3-4 ans avant de réaliser son projet. Et d'où là, effectivement, elle a intérêt de se dire, mais tiens, est-ce que je n'ai pas intérêt à trouver une solution de financement, mais qui sera là plus une solution de financement de haut de bilan, parce qu'a priori, un banquier financé de l'incorporel, c'est typiquement l'élément sur lequel elle ne peut pas prendre de garantie et qui présente pour elle un risque. Donc elle se dit, mais qu'est-ce que je vais financer? Et même si je le finance, est-ce que cet investissement me permettra d'être remboursé sur base des cash flows qui seront générés par ce projet? Et donc typiquement, ça, je pense que c'est une belle question justement pour un investisseur. Par rapport à une société qui a déjà, un certain track record, donc qui a déjà une certaine emprise sur son marché. Et ça, c'est typiquement, effectivement, des sujets sur lesquels un investisseur peut se positionner et accompagner l'entreprise au travers de son investissement et quelque part accélérer la croissance de l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, si elle devait compter sur son autofinancement, peut-être qu'elle mettrait 4-5 ans avant de finaliser son projet. Donc c'est un véritable vecteur, je dirais, d'accélération de croissance et sur lequel, effectivement, nous aurons certainement une oreille hyper attentive. Est-ce qu'on peut je peux rajouter que, par exemple, chez B-Angel, c'est vrai que ce qui va être identifié quand un business angel analyse un projet, c'est entre autres l'équipe. Je pense qu'une équipe qui arrive à déceler une opportunité, c'est un super bon signe. Donc, ça va être valorisé. Une société qui a été financée chez nous l'année dernière, juste après cette première grosse vague. Initialement, on faisait des jus de fruits pressés à froid. Et bien finalement, pour lesquels ils avaient essayé de lever des fonds chez nous. Ça a pris plus de temps. Le Covid est arrivé. Ils n'ont pas pu atteindre les objectifs qu'ils s'étaient donnés. Et finalement, ils ont pivoté en proposant des micro-pousses. Voilà, je trouve que c'est ce genre d'attitude qu'attendent des business angels, entre autres, et voir que ces entrepreneurs sont à l'affût d'opportunités et qu'ils savent les saisir à temps. Donc, si je peux me permettre, il y a encore un autre scénario aussi qui se présente de temps en temps à nous, justement dans cette perspective de développement d'une R&D. Et peut-être que la société ne souhaite pas, pour des raisons, je dirais, stratégiques, se concentrer sur le développement de cette R&D qui ne rentre peut-être pas forcément immédiatement dans son core business. Et donc là, c'est plutôt des projets, je dirais, de spin-out. Et donc, quelque part, c'est d'externaliser cette activité avec une équipe qui est déjà en place et donc qui connaît, a priori, quand même déjà le secteur d'activité, donc qui vient déjà avec un niveau d'expertise assez intéressante. Et donc, ça peut être un projet en soi qui prend en fait une nature plus, je dirais, start-up en tant que telle et qui, le cas échéant, peut encore bénéficier d'un certain support de l'entreprise qui aura initié éventuellement, je dirais, les germes de cette R&D. Et donc là, de nouveau, ça peut être des projets aussi qui peuvent intéresser, je dirais, un investisseur comme InvestBOE et qui probablement pourra d'ailleurs se reposer sur une équipe qui aura déjà un certain track record et une certaine expérience dans le domaine qui sera, a priori, je dirais, assez neuf. Tout à l'heure, tu parlais de haut de bilan. Pour préciser, quand on parle de haut de bilan, parce que je ne sais pas qui nous regarde, mais il y a peut-être certaines personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le haut de bilan, ça veut dire quoi ? Alors, quand on regarde la structure d'un bilan, on va parler de ce haut de bilan, parce qu'en fait, si vous regardez les sources de financement de l'entreprise, dans ce qu'on appelle le passif du bilan, donc qui sont toutes les sources de financement dont bénéficie une entreprise, au fur et à mesure que vous allez remonter dans le passif de ce bilan, au plus ça va être des montants qui vont être, je dirais, de long terme. Donc, on va avoir par exemple des crédits fournisseurs, des crédits de caisse. Après ça, on va avoir des crédits bancaires long terme. Et après ça, on va passer sur la couche, je dirais, de fonds propres, c'est-à-dire de financement apporté par les actionnaires et les investisseurs qui, a priori, ne sont pas emprunts de garantie particulière. Et donc, on est dans cette tranche de financement à risque, emprunt d'aucune garantie particulière et donc qui sont un réel risque d'entreprise. Et alors, pour rebondir aussi, c'est qu'ici, quand on parle d'une équipe existante, d'une société qui a fortiori de l'autofinancement, on est déjà, pour moi, dans une logique de croissance, comme tu le disais, Pierre, et donc ça sous-entend déjà une certaine maturité, une certaine expérience, un certain vécu. Là où, dans la stratégie de financement qu'on construit souvent,
a fortiori pour des projets qui viennent d'être créés ou qui ont une histoire relativement courte, c'est aussi de pouvoir réduire le risque des investisseurs publics ou privés avec des outils de la région wallonne à ce moment-là. Okay. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, quelque part, plus il y a du risque à générer quelque chose, par exemple de la recherche et développement, a fortiori avec une université ou avec un centre de recherche, c'est a priori très loin du marché, on n'est pas encore prêt. Il y a des outils publics type subside qui existent, même en recherche et développement, en dépôt de brevets, en études de marché, etc. Plus on va aller vers le marché, plus on va être dans le côté quasi normal de l'activité, donc avec peu de risques, plus on va aller vers des acteurs privés jusqu'aux banques qui, elles, à la limite, vont financer quelque chose de routinier, presque, des investissements aussi, mais à faible risque. Donc plus c'est risqué, plus on est du côté public, moins c'est risqué, plus on est du côté privé. Mais si on est dans le marché, comme tu dis, ça veut dire, est-ce qu'il c'est encore nécessaire d'avoir du financement ? Parce que, je dirais, si ton produit se vend, si ton service se vend, c'est peut-être plus besoin de financement, moi. Alors, ça, on en vient aux aspects de la stratégie de financement qu'on verra juste après. Ah, okay. Moi, j'aimerais revenir vers Clotilde. Et par rapport à B-Angel, c'est de l'investisseur, ce sont des investisseurs privés qui mettent de l'argent, mais pas que. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette valeur ajoutée que vous avez? Et je pense évidemment au suivi, au mentorat, à l'accompagnement et à l'ouverture de réseaux que vous proposez par ailleurs. Donc un business angel est quelqu'un qui va intervenir assez tôt dans le développement d'une entreprise. Généralement, en termes d'équipe, ça va se limiter qu'à l'équipe des fondateurs, 1, 2, 3, 4 fondateurs, mais il n'y a pas encore de personnes sur le payroll, si on peut le dire ainsi. Alors, ils investissent pour apporter ces compétences éventuellement manquantes au sein de la société, donc que ce soit de l'expertise dans le secteur spécifique, une expérience professionnelle qui peut être entrepreneuriale ou pas, ça peut être un réseau de contacts. En fait, c'est une manière à eux de dérisquer finalement cet investissement en pouvant apporter ce côté smart, comme on dit, en échange évidemment d'un pourcentage de la société. Ce qu'on appelle la smart money. Voilà, exactement. Encore un mot de vocabulaire dans un univers qui en comporte énormément et qui crée souvent pas mal de flou. D'où l'importance justement D'où la peur que je parlais au début. Ça fait peur, quand smart money. Pourtant, c'est intelligent, smart money. Ok, très bien. On est au stade de l'amorçage, l'entreprise a trouvé son marché, il y a une montée en puissance qui se fait. Comment ça se passe? Est-ce que vous intervenez parfois conjointement dans des projets pour justement amener ce coup de boost et ces moyens financiers très importants pour que l'entreprise puisse aller chercher ses parts de marché? En fait, je pense qu'on a des rôles assez complémentaires. Comme Clotilde l'a mentionné, le gros intérêt des Business Angels, c'est d'amener de l'argent, bien entendu, à risque, mais également d'amener des compétences que le Business Angels peut, apporter à l'entreprise au travers de son expertise, d'un carnet d'adresses qu'il peut avoir et de toute une série d'autres choses. Au niveau d'InvestBW, nous sommes ce qu'on va appeler plutôt un investisseur généraliste, dans la mesure où nous allons couvrir différentes phases de la vie de l'entreprise en termes de financement de capital à risque. Et nous souhaitons, lorsque nous parlons de levée de fonds et donc de capitalisation et de tour de table, de constituer un tour de table avec des co-investisseurs. Et dans certains cas, nous constituons des tours de table avec des business angels, quelque part qui permet de compléter de manière intelligente ce tour de table, dans la mesure où nous avons, nous, plus géré un profil financier, des expertises sectorielles, mais nous restons quand même dans une approche, plus généraliste de l'investissement. Et dans des domaines plus spécifiques et certainement dans des domaines plus techniques, d'avoir recours effectivement à des business angels permet de compléter de manière intelligente les tours de table auxquels nous participons. Oui, puis je pense aussi une grande différence, dans le sens où on est effectivement complémentaires et la grande majorité des levées de fonds qui se font via B-Angels, il y a des cofinancements publics. C'est aussi cette capacité de refinancer. C'est vrai que les investisseurs publics ont
ont des gros moyens et peuvent accompagner dans le long terme des startups, les business angels aussi, mais à partir du moment où c'est leur propre argent, ces moyens sont aussi un petit peu plus limités. Tout à fait. Quelques repères à ce sujet. Sowalfin en 2020, c'est 4000 dossiers de financement, 250 millions de prêts, 250 millions de garanties et 70 millions de montées au capital. Donc, un acteur clé avec des effets leviers majeurs, évidemment, à ne pas négliger. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, il y a une stratégie, des acteurs diversifiés et prenez des contacts pour justement structurer vos démarches et pour ne pas arriver dans des situations qui sont terribles et que l'on connaît au quotidien, où des personnes auraient pu aller chercher, pour la recherche et du développement, du soutien, des avances récupérables. Ils ne l'ont pas fait en pensant pouvoir y arriver en cash. Et malheureusement, cette activation-là est perdue et ne peut pas être récupérée à d'autres moments du projet. On voit beaucoup de projets qui, malheureusement, ne tiennent pas compte de ces structures et de ces stratégies de financement. Donc, consultez les experts, qu'ils soient sous forme d'experts stratégiques complètement indépendants, les business angels, les invests, tout ce petit monde, en tout cas, est là pour vous aider et vous amener à construire une cohérence dans votre stratégie de financement. À la décharge peut-être de certains entrepreneurs, sociétés ou non-sociétés, il faut dire aussi que l'écosystème est extrêmement fourni en termes d'outils, en termes d'acteurs. Et tu dis, ils n'ont pas voulu, parfois ils ne savent même pas que ça existe. Donc ça, c'est aussi un aspect information. Et après l'information, il faut d'abord aussi comprendre ce que l'acteur, ce que l'outil peut ou ne peut pas faire. Déjà là, c'est déjà aussi tout un vocabulaire, comme tu disais tantôt, assez spécifique. Et l'autre erreur ou la confusion qui se fait parfois, c'est de se dire, OK, je ne vais pas chez lui, je vais chez un autre, mais ils ne sont pas forcément interchangeables. Ils ne vont pas forcément intervenir au même moment et surtout, ils ne vont pas forcément intervenir sur la même chose. Il ne faut pas financer la même chose. Clairement. Ça veut dire que, quelque part, si j'ai un accord de financement de la région wallonne ou de la Sowalfin pour telle ou telle chose, le fait d'avoir un accord chez l'un va enclencher des accords chez les autres ou pas nécessairement? Je sais que chez B-Angel, ça facilite dans le sens où effectivement les business angels clôturent généralement un tour de table. Dépendant du besoin de financement, c'est vrai que nous, on demande aux entrepreneurs d'avoir déjà sécurisé au moins la moitié. Ça évite de perdre trop de temps sur des term sheets et autres à partir du moment où certains invests ont des clauses fixes qui sont peut-être moins négociables que des investisseurs privés. Et donc, pour faciliter aussi cette phase de levée de fonds qui est compliquée, qui est longue pour l'entrepreneur, ce serait qu'on les engage à déjà sécuriser une partie et que des investisseurs privés complètent ce tour de table. Okay. Je pense qu'à notre niveau, effectivement, je pense que c'est la constitution du financement du projet. Donc, clairement, c'est une brique. Dans ce montage. Cependant, notre appréciation sera toujours à notre niveau de rechallenger le projet dans la mesure où nous allons investir nos fonds à risque. Et ce n'est pas de facto parce qu'effectivement, il y a déjà un subside qui a été mis en place de la DGO6 qu'on va se dire c'est forcément un bon projet à notre niveau. Okay. Donc il n'y a rien à gérer d'automatique. Et donc quelque part, on va nous reconsidérer le projet sous notre angle d'investisseur et on va rechallenger l'ensemble du projet. Donc il n'y a rien à gérer d'automatique. C'est clair que c'est un effet de levier qui est intéressant dans le financement, on en tiendra compte, mais qui n'entraîne aucune automatique, en tous les cas dans notre décision. Selon vous, tous les trois, parce que tu parlais de ce côté un peu on ne sait pas, on ne connaît pas, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait dans le monde du financement, idéalement en région wallonne, si vous aviez une petite baguette magique en disant, voilà, je ne sais pas moi, on pourrait améliorer les choses en faisant? Plutôt sur les aspects de la préparation. Ouais. On est plus sur la préparation, on est plus sur l'interaction entre investisseurs. C'est une question que je me pose. Je pense que la préparation dans les business plans, dans la manière de se présenter aux investisseurs, à mon avis, pour voir quand même pas mal de projets, pourrait être améliorée.
Et je pense qu'effectivement, un porteur de projet qui soit, je dirais, bien challengé avant de venir nous voir, parce que quelque part, c'est un peu toujours la même chose. Vous allez voir un investisseur, quel qu'il soit, vous allez devoir le convaincre très rapidement, je dirais, de la pertinence de votre projet. Et c'est un peu comme, je dirais, un interview d'embauche. Donc, quelque part, les premières minutes sont vraiment super importantes. Et donc, est-ce que vous allez convaincre votre interlocuteur investisseur de se dire, tiens, je suis intéressé de monter à bord de ton projet. Et ça nécessite effectivement qu'on soit, je dirais, vraiment bien clair, je dirais, sur son projet, qu'il soit bien préparé, bien structuré, et que votre interlocuteur se dise, ouais, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça, je trouve que cette phase de préparation, dans certains cas, parfois, on voit des projets en fait, qui sont intéressants, mais on se dit, bon, ça aurait été peut-être mieux d'être un peu mieux packagé. Et donc, mais quand on parlait de R&D, là, par moment, si je dois financer ou faire appel pour la R&D, je ne suis pas toujours raconter une belle histoire, puisque je suis un peu dans l'interrogation sur mon projet. Oui, je sais pas. Oui voilà. En fait, oui et non. Je pense qu'il y a plusieurs éléments clés. J'ai premièrement, enfin, en tout cas, nous, quand on accompagne des projets dans des levées de fonds au sens large, que ce soit avec B-Angels, avec des invests publics, avec l'SO Alfid, avec la DGO6 qui a été mentionnée. Je prends toujours l'image, l'exemple, a fortiori quand je l'explique à des étudiants qui font un stage chez nous. Imaginez-vous ou rappelez-vous quand vous étiez lors de votre travail de fin d'études, vous avez dû analyser, vous avez dû rédiger et puis vous allez présenter. Quand vous êtes lors de votre TFE, vous avez plusieurs profs dans votre jury. Chaque prof va vous poser des questions par rapport à sa matière, par rapport à son domaine de prédilection. Et donc, par définition, si vous avez plusieurs profs, ils n'ont pas tous la même chose. Donc, vous devez aussi raconter l'histoire ou préparer les questions en fonction de votre interlocuteur. Je reprends maintenant le cas de l'entreprise. Allez voir un banquier, B-Angels, InvestBW, la DGO6, l'AWEX, j'en passe et bien d'autres. Le projet va être le même. La manière de présenter, la manière d'éclairer le projet ne sera pas forcément, je dirais même pas du tout la même, parce que chacun a sa sensibilité, chacun a son vécu en tant que structure, a fortiori en tant que personne, et chacun a des attentes différentes. Donc si on n'anticipe pas à qui je vais présenter, et donc qu'est-ce qu'il attend de mon projet, donc, et que je n'ai pas ces réponses-là, forcément je connais ça veut dire que à côté de la plaque. C'est comme un CV, je ne peux pas faire qu'un seul CV, je dois faire X pitch en fonction des endroits où je vais aller. X pitch, et surtout savoir, tu prends l'exemple d'un entretien d'embauche, si c'est juste je me présente et qu'en fait je ne me suis même pas renseigné sur l'entreprise où je postule, l'entretien, on part déjà avec des poids en moins. Okay. Ici c'est pareil. Si je vais voir un banquier et que je prépare ça comme si je vais voir un investisseur ou l'inverse, c'est déjà plus compliqué. Ok. Après, moi, je pense que tous les acteurs du financement ont un site web, ont un portefeuille de start-up ou de projets qu'ils ont financés. La communauté d'entrepreneurs est très riche et a envie de partager en fait son expérience. Et donc moi, j'aurais tendance à conseiller l'entrepreneur de contacter l'un ou l'autre entrepreneur financé par telle ou telle structure en disant est-ce que, voilà, dépendant de mon stade de développement, est-ce que ça fait sens ou pas, ou voilà, quel est votre feedback par rapport à cet investissement-là, et de faire appel comme ça à plusieurs entrepreneurs. Après, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, d'accélération, encore même le 18-19 qui sont là aussi pour aiguiller. Je pense ce qui est clé aussi dans l'écosystème, c'est que nous, en tant qu'acteurs du financement, nous connaissions aussi les autres acteurs pour à nouveau orienter l'entrepreneur, s'il est juste un peu trop tard, juste un peu trop tôt, vers qui l'introduire. Et en tout cas, moi, dans mon rôle chez B-Angels, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Et... Oui, très bien. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais voilà. Par rapport au levier pour prendre une information auprès des institutionnels, 18-19 Bruxelles, 18-90 Wallonie, et en composant ces numéros, vous allez être dirigé et parvenir, en tout cas, à aller chercher une première information. Parce que dans cet univers et dans ce qui était une infinité confuse d'institutions, il y a beaucoup de clarté qui a été faite au sein de la région, et la navigation est aujourd'hui complètement clarifiée par un numéro commun qui est le 18-90. Je tenais à le souligner parce que ça marche très très bien. Voilà.
si je peux me permettre aussi, il faut un petit peu désacraliser, hein, parce que je pense que souvent, on a des porteurs de projets qui viennent, voilà, peut-être qu'effectivement, on ne prend peut-être pas à gérer le projet immédiatement, on essaye de leur donner un feedback, voilà, parce qu'effectivement, il y a peut-être des problèmes dans la présentation, il y a peut-être un degré de maturité qui n'est pas, je dirais, suffisant. Et je pense que c'est vraiment important, parce que souvent, c'est des projets qui s'améliorent, qu'on va revoir dans le temps. Et peut-être que ça ne se fait pas gérer à l'instant T, mais peut-être que 12 mois après, parce qu'effectivement, il y a eu du travail, il y a eu une phase de maturation, peut-être au travers également d'une cellule d'accompagnement, qu'on revoit le projet, qu'on se dit, tiens, tout compte fait, ça commence à tenir la route, ça devient intéressant. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur, il faut un petit peu désacraliser aussi, gérer ce monde, gérer de l'investissement. Et ce n'est pas parce qu'un investisseur vous dit non, et quelque part, il faut vraiment alors, je pense, ouvrir ses pavillons, essayer de comprendre pourquoi il a dit non. Et ça, c'est vraiment super important. Et généralement, je pense que votre interlocuteur aura toujours, je pense, l'honnêteté de vous dire, voilà, là, ça ne me semble pas être tout à fait bien en ligne, car ça ne correspond pas non plus à nos critères d'investissement. Mais je pense que c'est vraiment important d'écouter aussi et d'entendre gérer les feedbacks. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de venir frapper à votre porte un peu plus tard, une fois qu'on a un peu évolué dans son projet. C'est ça que ça veut dire. Quoi. Et clairement, il y a des projets qu'on a financés parce qu'effectivement, parfois, même des années plus tard. Donc, Chez vous, BeAngel, il y a des séances de pitch qui sont organisées. Vous avez à fréquence régulière des moments, des sessions. Est-ce que tu peux en parler? Oui, effectivement. Donc, on a un processus assez établi. Donc, tous les mois, on organise un comité de sélection où, je dirais, 7 à 8 projets présentent leur opportunité d'investissement face à un jury d'une quinzaine de personnes. Un jury très, très hétérogène, parce que justement, on ne veut pas que ce soit que des membres business de BeAngel, c'est aussi des acteurs publics et privés qui sont également, qui font partie de ce jury et qui sont là pour valider, d'une part, l'intérêt que les membres de notre réseau pourraient avoir pour ce projet et effectivement aussi l'opportunité d'investissement. Et donc, à l'issue de ce comité de sélection, l'entrepreneur reçoit du feedback, qu'il soit positif ou négatif. Et ceux qui sont retenus, on les invite à venir présenter leur projet dans le cadre d'un forum d'investissement qui a lieu également tous les mois, où ils ont l'occasion de présenter leur projet devant une audience d'une bonne centaine d'investisseurs qui sont à la recherche d'opportunités d'investissement. Donc c'est vraiment des investisseurs actifs. Est-ce que des startups en devenir peuvent assister à ça pour voir un peu comment ça se passe? Justement, on parlait de dédramatiser, parce que je dirais que la meilleure façon de dédramatiser, c'est de montrer comment ça se passe, quelque part. Hein. Oui, je comprends. Néanmoins, voilà, ils ne sont malheureusement pas invités à participer à ces forums parce qu'évidemment, du coup, ils auraient déjà accès à notre base d'investisseurs. Néanmoins, voilà, ils prennent contact avec moi et moi, je leur explique évidemment comment tout s'organise. Très bien. Et pour toi, Pierre, oui, à notre niveau, c'est un petit peu différent dans la mesure où nous n'avons pas une communauté d'investisseurs et que nous avons géré un seul investisseur, c'est-à-dire les moyens d'InvestBW que nous allons investir dans différents projets. Donc, quelque part, nous n'avons pas cette forme, je dirais, de pitch et donc de projets à devoir présenter. Donc, quelque part, ce que nous souhaitons avoir, c'est de recevoir le business plan du projet, ou du moins déjà d'avoir un peu de matière par rapport au projet, déjà pour voir si, a priori, ça vaut la peine de rencontrer le ou les porteuses du projet. Et donc, on a un premier entretien, qui... Bon, généralement, c'est sur une bonne heure qui nous permet quelque part de faire un premier tour de piste par rapport au projet. Alors, soit on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas dans les clous et donc là, bon, on essaie déjà de donner un premier feedback. Si c'est le cas, on va déjà aller un petit peu plus loin quand même dans l'analyse du dossier, dans la perspective alors de faire une première présentation à notre conseil d'administration qui, chez nous, va prendre les décisions d'investissement et de désinvestissement. Si nous avons un feu vert de notre conseil d'administration, alors nous allons rentrer ce qu'on appelle dans notre jargon en due diligence ou en analyse. Alors là, pour aller beaucoup plus loin dans la connaissance du projet, on va regarder effectivement différents aspects et travailler en parallèle également ce qu'on appelle également dans le jargon une term sheet et donc quelque part la structuration de l'opération de financement. Et donc nous allons travailler ça en parallèle pour s'assurer aussi que, par rapport à l'opération que nous envisageons, que nous arrivons aussi à trouver un terrain d'entente avec les porteurs de projets.
Hein. Par exemple, moi, je ne sais pas, des porteurs de projets qui rêvent des valorisations extrêmement élevées où on se rend compte qu'on n'a pas de terrain d'entente possible, il vaut mieux le savoir dès le départ. Hein, parce qu'effectivement, on va passer, je dirais, du temps ensemble dans cette phase d'analyse qui est très importante pour nous parce qu'elle va nous permettre de mieux cerner, je dirais, le projet qui nous est soumis. Et ça, alors, en vue alors de présenter une note d'investissement tout à fait, je dirais, détaillée à notre conseil d'administration qui va alors prendre une décision d'investissement par rapport au projet. Et là, nous rentrons alors dans la phase d'exécution et d'investissement en tant que tel. Ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé, quoi. Parce que quand j'entends, et chez toi et chez Pierre, ça prend du temps, tout ça. Oui, je pense qu'en moyenne, un entrepreneur peut considérer que sa levée de fonds va lui prendre 6 mois. Ah, ok, ouais. Ce qui veut dire du coup que systématiquement, quel que soit le besoin de financement ou le type de financement, on a évoqué le côté stratégie, ce qui veut dire qu'il y a un aspect rétro-planning. Donc anticiper est souvent la clé par excellence. Okay. Plus c'est dans l'urgence, plus ça va être compliqué et ou plus ça va être cher. Puis c'est vrai que l'entrepreneur aussi doit savoir que c'est une période pour laquelle il ne va pas pouvoir être actif au sein de sa société parce que la grande majorité de son temps va être dédié à cette levée de fonds, à faire des pitchs, à préparer des documents qui seront nécessaires pour la due diligence et autres, et donc ne va pas pouvoir être dans l'opérationnel ou dans le développement de sa société. Ouais, donc, besoin de se préparer et d'anticiper, c'est essentiel. Quoi. Ce que j'entends de la part de vous deux, c'est qu'on est dans une co-construction. Donc, ce n'est pas un diktat de l'investisseur qui dit « je rentre dans la boîte à hauteur de », mais une négociation, une co-construction et un partenariat le plus équilibré possible. Est-ce que concrètement, on est bien dans cette démarche-là et c'est comme ça que l'un et l'autre fonctionnaient? Je pense que c'est vraiment un point important. Du moins, nous, certainement, dans notre philosophie d'InvestBW, c'est toujours de trouver un financement qui soit équilibré, dans lequel, effectivement, l'entrepreneur, les fondateurs et nous-mêmes, nous nous retrouvons. Hein. Je pense qu'effectivement, d'avoir une opération, surtout quand elle est capitalistique, hein, donc je le rappelle, où là, on va intervenir au capital de l'entreprise. Hein, donc, nous allons devenir actionnaires aux côtés des fondateurs ou des autres actionnaires déjà existants dans l'entreprise. Donc, quelque part, c'est quand même le partage du pouvoir de l'entreprise. Hein, donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quand même quelque chose, d'important. Et donc, il faut effectivement qu'on soit dans une relation qui soit, équilibrée, qui soit partagée par tous. Il n'y aurait rien de pire de rentrer dans une opération de financement en capital, si effectivement votre contrepartie se dit mais non, qu'est-ce que j'ai accepté là? Quelque part, la relation ne pourra jamais bien se mettre en place. Je rappelle que c'est quand même aussi des relations qui sont sur du long terme, hein, donc c'est pas, on va vivre, quand même pendant plusieurs années ensemble jusqu'à un passage, de témoin au moment de la cession de la participation. Donc on est parti sur un cycle quand même relativement long. Donc il faut que les bases et que le projet et la stratégie actionnariale soient clair et partagé par tous. Et donc, effectivement, d'avoir un projet qui soit, équilibré en termes, de risque, de rémunération des différentes parties, des composantes de l'actionnariat est fondamental. C'est un mariage, quoi. C'est exactement comme un mariage, oui. Après, je pense que c'est les attentes qui doivent être très claires. Que certes, chez nous, ce sont les investisseurs qui vont marquer de l'intérêt. Ils vont dire, voilà, moi, je souhaite investir dans ton projet. Néanmoins, libre à l'entrepreneur d'accepter ce projet et lui-même de faire son analyse sur, évidemment, quel type d'investisseur est-ce que c'est, ce qu'il avance est cohérent, dans quel autre projet est-ce qu'il a investi. C'est une relation de confiance. Comme le disait Pierre, dans cette phase de due diligence, si on se rencontre, en fait. Hein. C'est pas uniquement essayer de déceler la petite bête pour dire et essayer de négocier une valorisation à la baisse, loin de là. Non, c'est d'abord essayer de se comprendre et voir si, ensemble, on va pouvoir construire quelque chose ensemble. C'est de fiançailles, quoi, quelque part. C'est un peu à se connaître, savoir si on peut fonctionner ensemble, avant de faire le contrat de mariage et de convoler, quoi, quelque part. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il est quand même nécessaire de passer quand même un petit peu de temps ensemble et peut-être de se rendre compte aussi que dans cette phase de due diligence, qu'il n'y a peut-être pas non plus un terrain d'entente suffisant. Il vaut mieux le savoir quand même au préalable. Hein. Donc, Et là où parfois il y a un mythe que j'aimerais bien peut-être un peu tordre, a fortiori, que je ne représente pas BNGL, donc je le fais d'autant plus facilement, c'est qu'on voit souvent les investisseurs, et là je peux mettre tout le monde a priori dans le même sac, privé ou public, comme étant « Ah oui, mais
ils sont gourmands, etc. Il faut savoir qu'un investisseur, quel qu'il soit, a tout intérêt à ce que l'équipe dirigeante, les fondateurs, se sentent à l'aise, se sentent dans une relation équilibrée. Plus l'équipe dirigeante est démotivée parce qu'elle se sentirait flouée ou quoi que ce soit, plus l'investisseur prend des risques, puisque quelque part, les objectifs risquent de ne pas être rencontrés. Ouais. Donc, quelque part, il a tout intérêt, je ne vais pas dire à chouchouter, parce qu'il ne faut pas non plus mettre des étoiles là où il n'y en a pas, mais en tout cas, a tout intérêt à ce que la relation fonctionne, soit sur des bases saines, claires, j'allais dire régulières dans le sens communication, pour que justement l'épanouissement des dirigeants se fasse au travers de l'entreprise, donc l'entreprise s'épanouit, et donc au final, c'est du win-win pour tout le monde. Oui. Alors là, c'est une relation d'une entreprise avec un investisseur, mais s'il y en a plusieurs autour de la table, il faut aussi que les investisseurs s'entendent ensemble. Tout à fait. Ça se passe devant l'entrepreneur ou ça se passe derrière le dos de l'entrepreneur? Comment... Non, surtout pas. Donc, quelque part, ça, c'est gérer cette notion d'avoir un tour de table, ouais. Hein, et donc de trouver effectivement un terrain d'entente entre gérer les divers investisseurs et l'entrepreneur. Hein. Okay. Et comme Bernard l'a dit, il ne faut pas oublier quand même que l'entrepreneur ou l'équipe entrepreneuriale ou les fondateurs, c'est quand même eux qui vont gérer le business et quand même être quand même une source importante de la création de valeur dans l'entreprise dans laquelle vous allez être. Donc, quelque part, il faut trouver, effectivement, gérer un équilibre. On a d'ailleurs géré toute une série de boîtes à outils, hein, également pour assurer un alignement d'intérêts entre les investisseurs et le management, s'il est actionnaire, encore a fortiori. Hein. Et donc, effectivement, on doit trouver ce dénominateur commun. Hein. Et ça, c'est vraiment aussi un point sur lequel nous sommes toujours attentifs. Et je parlais effectivement d'avoir une vision actionnariale commune et partagée. C'est un élément qui est tout à fait fondamental. Et par exemple, si vous avez un acteur, un investisseur qui dit, ben voilà, moi, dans 3 ans, quoi qu'il arrive, je veux avoir vendu ma participation, mais il vaut mieux le savoir dès le départ. Et c'est peut-être même inconciliable, en fait, avec le tour de table. Et donc, tous ces éléments-là doivent être mis sur la table et peut-être se rendre compte aussi, à un moment donné, que, bon, ils peuvent aussi avoir des incompatibilités, justement, par rapport à cette stratégie actionnariale. Donc, tout ça, effectivement, peut prendre quand même un petit peu de temps. Et donc, au plus, évidemment, on est autour de la table, au plus, c'est compliqué. Et ça vous arrive, ça pourrait arriver que vous refusiez qu'un autre investisseur rentre dans une structure ? C'est une question que je me pose. En tout cas, la cap table a un réel impact dans sa décision d'investissement. Ça, c'est évident. Ça peut être un deal breaker que tel ou tel investisseur ait participé, refinance. Oui. Je ne sais pas, un investisseur étranger qui arrive et qui aille un peu à l'encontre des investisseurs que vous êtes. Mais de nouveau, je pense que tout dépend un peu de la perspective et gérer de l'objectif. Hein. Et donc, par exemple, on aurait à bord, ça nous est arrivé, par exemple, un investisseur avec des objectifs très agressifs, par exemple, qui se dit, ben voilà, moi je veux absolument optimiser mon investissement et je veux avoir une stratégie, je veux mener une stratégie très agressive de réduction des coûts et donc, voilà, pour essayer d'optimiser la rentabilité. Ben, quelque part, ça ne va peut-être pas être forcément gérer notre philosophie, nous, d'investissement. Okay. Et donc on va dire, voilà, ce sera probablement sans nous ou avec lui, mais donc voilà, il faudra choisir à un moment donné. Donc ça peut effectivement se passer. D'où l'importance que les attentes soient très claires. Oui, tout à fait. En résumé, ce temps que certaines entreprises considèrent comme particulièrement long est essentiel pour bien se connaître. Et pour éviter de la casse après. Pour éviter de la casse par après. Je rebondis sur ce que tu as dit. Anticiper, mettre en place une stratégie et ne pas se retrouver dans l'empressement est clairement un premier conseil à donner à nos personnes qui nous suivent ce soir pour justement se laisser ce temps. Eric, tu soulignais le fait d'apprendre à se connaître, la période de fiançailles, et surtout ne pas se laisser éblouir par un montant. Hein, on voit souvent des entreprises qui nous disent « Yes, j'ai un investisseur qui me suit. » Ben voilà, il va falloir apprendre à se connaître et voir si on peut effectivement faire un bout de chemin ensemble. Moi, une dernière question peut-être que j'ai envie de vous poser, c'est en termes de durée. Concrètement, est-ce que vous êtes là pour rester sur une durée qui est une durée relativement courte ou alors vous vous inscrivez sur des durées qui sont des durées indéterminées? Je parle au capital. Je dirais qu'il y a, pour faire simple, je dirais 2 grands groupes d'investisseurs. Hein. Il y a en fait ce qu'on va appeler plutôt des fonds d'investissement qui vont
investir pendant une certaine période et qui, à un moment donné, vont devoir liquider leurs fonds et donc, quelque part, qui vont avoir une exigence en termes de liquidité de leur investissement parce qu'eux-mêmes doivent liquider le fonds par lequel ils ont investi. Et donc, quelque part, ce sont des acteurs qui, effectivement, vont être assez exigeants sur leur horizon de sortie, qui, généralement, va être de 5 à 6 ans. Vous avez d'autres structures, qui est le cas d'InvestBOE, qui sont des structures ouvertes, dans la mesure où nous sommes dans un flux constant d'investissement et de réinvestissement. Donc, nous réalisons une plus-value, elle va être réinvestie dans d'autres projets. Donc, c'est un cercle vertueux dans lequel nous sommes. Ce qui veut dire que ça nous laisse beaucoup plus de temps, beaucoup plus de flexibilité quant à ce timing de liquidité de notre participation. Cependant, il ne faut pas non plus se tromper de débat. Notre volonté n'est pas de rester 20-30 ans bloqués dans nos participations. Et donc, généralement, ce qu'on dit, de faire un projet ensemble pendant 5 à 7 ans, il y a déjà moyen de construire quelque chose ensemble. Et après 5 à 7 ans, il n'est pas irréaliste d'envisager un passage de témoins et de trouver une piste de liquidité pour notre investissement. Cependant, si on doit attendre 1 an, 2 ans, parce que le timing n'est pas encore idéal, nous sommes tout à fait prêts à attendre ce temps. Et donc, quelque part, on ne va pas mettre une pression au niveau actionnarial pour gérer notre propre sortie au niveau d'InvestBOE et de l'actionnariat d'une entreprise. D'accord. C'est un peu pareil pour toi? On va dire qu'un business angel, généralement, envisage un horizon de sortie de 5 à 7 ans. À nouveau, il faut que ce soit en ligne avec les attentes des uns et des autres, du secteur d'activité. C'est évident que dans le domaine de la santé, par exemple, la sortie des investisseurs va être beaucoup plus éloignée que dans le secteur peut-être un peu plus tech. Ou autre. Donc, à nouveau, c'est ces attentes qui sont primordiales. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est négocié avant l'investissement. Déjà, d'une part, pour s'assurer que les entrepreneurs sont prêts à vendre ou à racheter, du moins, les parts des investisseurs entrants. Les business angels interviennent au début. De par leur capacité d'investissement limitée, ne vont plus intervenir. Généralement, en série B, C et D, ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, c'est pas favorable pour l'entrepreneur lui-même d'avoir trop de personnes au sein en tant qu'actionnaire. Donc, à ce moment-là, ce sont plutôt des plus gros fonds d'investissement qui rachèteraient les parts des business angels, entre autres. Donc voilà, tout ça se discute dans cette période de due diligence avant l'investissement. Je vais faire un peu le rabat-joie. Nous sommes à mi-parcours en termes de temps, Christophe. Ouais. Donc je propose que on retrouve d'autres invités et j'invite Pierre à nous rejoindre un peu plus tard et donc à quitter la scène et on va répondre aux questions s'il y en a et on va accueillir Manon le temps pour l'étape suivante et je te cède la parole 2 secondes, le temps que Manon s'installe. Parfait. À tout à l'heure. On se retrouve avec grand plaisir. Non, tu restes. Voilà. Bernard, moi je profite de ce moment d'échange de micro. Alors on est entre nous, on entend quand même souvent qu'il y a des entreprises qui ne trouvent pas de moyens de financement. Et par ailleurs, on vient de l'entendre, on a des investisseurs qui ont des mannes d'argent qui sont disponibles, nous disent-ils, pour des bons projets, pour des belles histoires, pour des bonnes équipes. Alors, j'ai envie de dire à ce stade-ci, c'est quoi la vérité ? Où se trouve la difficulté et quelle est la vérité ? Alors, je dirais presque, sans vouloir faire de philosophie de comptoir, c'est un juste milieu entre les deux, en fait. C'est pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est clair que, a fortiori maintenant, il ne faut pas se leurrer. Si on va voir des banques, c'est clair que dans des conditions actuelles, crise Covid oblige, enfin, accentue plutôt, parce qu'il y avait déjà une problématique avant, mais ce n'est pas évident, voire c'est très compliqué. Et inversement, il y a des moyens très importants. On entend dans les médias que certaines banques font des bénéfices records alors que c'est la crise Covid. Donc ça peut clairement perturber très, très fort les choses. Ce que je constate dans beaucoup de cas, c'est que là où il y a eu des problèmes d'accès au financement, c'était souvent, ça a été dans l'urgence, c'était pas bien structuré et a fortiori pas bien expliqué.
Donc c'est vraiment le côté préparatoire qui est souvent problématique. Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a toujours de l'argent pour des bons projets, des bonnes équipes, etc. Et là, je reviens, que ce soit pour faire le lien avec Pierre, avec Clotilde ou avec des banques, un acteur du financement, c'est d'abord les 5 premières minutes, comme disait Pierre tantôt, pour accrocher, c'est est-ce que le projet me parle? Donc si déjà après 5 minutes, je n'ai rien compris, c'est compliqué. Donc il faut déjà qu'il y ait un aspect presque émotionnel, ça me parle, je comprends ce qu'il veut faire, je comprends ce qu'il ou elle veut faire ou ce que l'équipe veut faire, ça me paraît concret, même si c'est technologique, même si c'est conceptuel. Deuxième aspect, une fois que cette première accrochée-là, c'est l'équipe. Et c'est clairement en deuxième position et de très loin. C'est l'équipe. Est-ce que l'équipe est solide? Est-ce qu'elle est complète? Alors, si elle n'est pas complète, ce n'est pas grave, pour autant que l'équipe soit consciente qu'elle n'est pas complète. Tout à fait. Si c'est dire on sait faire tout et qu'en fait, non, il y a une faille, c'est comme une roue avec un grand coup de dent, elle ne roule pas bien. Oui, mais si on n'a pas d'argent pour justement avoir cette équipe complète. Et c'est ce que je dis, ce n'est pas le problème. Le fait qu'elle ne soit pas complète n'est pas problématique si on sait qu'elle n'est pas complète. Okay. Et donc la levée de fonds peut permettre de compléter l'équipe. Le pire, ce serait, on croit qu'elle est complète alors qu'elle ne l'est pas. Okay. Ça c'est le gros problème. Et donc, du coup, ça donne une image de ma parole. Ils se prennent pour qui? Ils veulent tout faire avec 3 bouts de ficelle, donc par définition, ils vont s'épuiser, etc., etc. Donc, ça donne une crainte. Si c'est dire, on a besoin de ça, on aimerait aller vers ça, mais il faut ça, et pour y arriver, on va aller chercher grâce à vous ça, ok, ils ont la tête sur les épaules, même s'ils n'ont pas déjà les solutions en place. Ça, ce n'est pas problématique. Et une fois que ces 2 éléments-là sont positifs, on arrive aux chiffres. On arrive à l'aspect plan financier, à l'aspect c'est quoi les hypothèses, comment ça a été construit, comment vous générez votre chiffre d'affaires, etc. En 3e lieu. Et donc beaucoup viennent avec l'aspect financier. En tout premier lieu, mon comptable a fait, j'ai rien contre les comptables, mais avec la logique de j'ai un plan comptable, j'ai un plan prévisionnel, on fourgue ça chez le banquier, etc. Et les chiffres, si je ne sais pas comment ça a été construit, typiquement, je reprends le cas d'un banquier, si je ne sais pas comment les chiffres dans le fichier Excel ont été construits, ça, j'y crois pas, je divise le chiffre d'affaires par 2. Là, c'est trop optimiste, je décale tout de 6 mois. Pas rentable, merci, au revoir. Si on arrive à expliquer les chiffres en sourçant, en argumentant, du coup, ok, le chiffre d'affaires, j'ai tellement bien compris comment il y arrive, à la limite, je le réduis de 10%, pas de 50%. Là, il est un peu optimiste sur le côté concrétisation de certains contrats, je décale de 2 mois. Ah non, il a déjà des lettres d'intention, ce n'est plus qu'un mois. Ah, il a déjà des contrats, ok, la trésorerie, c'est déjà le mois qui vient. Ça change déjà tout. Et c'est là où je dis la partie préparation, comment argumenter, comment expliquer, comment convaincre est important. Mais les chiffres, ça reste important, mais en 3e position. D'où le besoin d'accompagnement. D'où le besoin d'accompagnement. Un deuxième constat, c'est qu'il y a souvent une confusion entre un banquier et un investisseur. Beaucoup de personnes pensent que le banquier est là pour prendre des risques. Alors tu me confirmes, le banquier n'est pas là pour prendre des risques. Surtout pas. Ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa volonté et il ne le fera jamais. Et donc c'est pour ça que, pour reprendre l'exemple du début, financer de la recherche et développement et aller voir son banquier... Ça ne sert à rien. Si tu as un rendez-vous, sois déjà bien content, tu n'auras pas plus. Ça, c'est certain. Sauf si j'ai des garanties. Même pas. Ah, même pas. Okay. Même si tu as des garanties. À la limite, tu as le financement de la région Wallonne pour ta recherche et développement, le banquier acceptera de préfinancer le temps que la région Wallonne paye. Okay. Ça, éventuellement, parce qu'il y a une sécurité. Mais ce n'est pas son rôle de financer la R&D. Ce n'est pas son métier. Il y a une confusion terrible à ce niveau-là. Beaucoup de banquiers, malheureusement, se font lapider à tort. Il y a simplement que le moment n'est pas choisi pour eux. Le banquier finance le cycle d'exploitation, va financer l'investissement. Et c'est là où je dis qu'il faut que tout le monde se sente dans son rôle, dans sa zone de confort. Et quelque part, le banquier finance certains types de choses. Un investisseur privé va financer d'autres types de choses. L'investisseur public va être plus ou moins proche, mais pas avec les mêmes logiques, pas avec les mêmes critères. Et puis, il y a d'autres outils, beaucoup plus en amont, beaucoup plus risqués. C'est là où je dis, plus c'est risqué, plus c'est public, moins c'est risqué, plus c'est privé et plus ce sera bancaire. Très bien. Merci Bernard. Avec plaisir. On accueille sur le plateau Anne Meers, qui vient de Euroquity et Sowalfin, on va dire les deux. Hein. Tout à fait. Bonjour. Et Manon Lambert, qui vient de chez Azimut, qui nous rejoignent toutes les deux sur le plateau. Je reste muet.
Et triste parce que j'ai pas de questions à vous poser. Non, j'ai pas de questions de personnes qui nous regardent. C'est un peu... Écoute, restons entre nous. Oui, donc on va rester entre nous. Je vais demander à Manon de nous raconter une petite histoire pour un peu essayer d'illustrer tout ce dont on a parlé juste avant, dans le débat. C'est essayer de rattacher ça à quelque chose qu'on peut visualiser et puis on va un peu en débattre. Oui, vous parlez de la difficulté quelque part du vocabulaire dans tout ce milieu-là. Ouais. Et donc, l'idée ici est de raconter un peu un parcours entrepreneurial classique. On avait envie de prendre le parcours des glaces Franklin, qui est un super chouette parcours qui a pu se faire accompagner à différentes étapes. Et qui nous a donné, bien évidemment, le raccord pour être cité ici dans le cadre de ce moment. On connaît Vincent Arvan qui... RGPD, OK. Il nous a dit, vas-y, fonce. Donc oui, l'histoire de Franklin commence dans les ateliers Choix, où Franklin commence à tester ses glaces, un peu en mode Lean Startup, comme on peut également le proposer chez nous, donc faire goûter ses amis, la famille, les commerçants, etc. Et puis il décide quelque part de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et donc de commercialiser ses glaces. Nous avons chez Azimut et dans toutes les SAS, donc les structures à l'autocréation d'emplois en Wallonie, plein de porteurs de projets comme Franklin qui viennent avec cette idée. Et donc la première chose qu'on fait, c'est les envoyer sur le marché pour vraiment voir s'il y a une demande quelque part, un besoin qui est présent. Et donc, Franklin n'a pas ouvert de magasin en tant que tel, mais a par la suite commercialisé dans différentes boutiques. Nous pouvons accompagner des entrepreneurs qui décident d'ouvrir un magasin, par exemple, ici pour vendre des glaces. Et donc, nous les aidons à réaliser un plan d'affaires. Parce que, comme disait mon collègue, les plans d'affaires sont parfois réalisés d'une manière très rapide. Mais voilà, dans l'accompagnement, on explique un petit peu pourquoi ce chiffre d'affaires, mais comment ils vont réaliser une stratégie commerciale, un plan de communication et donc se développer. Et donc avec ce plan d'affaires, par exemple, Franklin aurait pu aller chercher une prime Créashop qui existe. Donc c'est une prime qui est proposée par le gouvernement wallon, qui a un plafond de 6 000 € et qui permet à tout commerçant qui ouvre donc une boutique dans une ville à finalement se faire rembourser les travaux qu'il peut réaliser. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Excuse-moi, mais il faut être chômeur. Non, pas spécialement. Okay. Il ne faut pas être demandeur d'emploi, mais il faut avoir un projet innovant. C'est vrai que l'innovation est vraiment un critère pour aller chercher ces subsides. Et en tant que chômeur, je ne sais pas quel était le statut de M. Franklin. S'il était indépendant, il aurait pas. Enfin, s'il était demandeur d'emploi, est-ce qu'il aurait d'autres avantages en passant par votre intermédiaire plutôt qu'un autre, c'est juste pour savoir. On ne l'a pas rencontré à ce moment-là, donc c'est vrai qu'on l'a rencontré, il était déjà lancé comme indépendant. Mais c'est vrai que le parcours, pas classique, mais un des parcours qui peut être réalisé, c'est donc en tant que demandeur d'emploi ou indépendant à titre complémentaire, parce qu'il aurait très bien pu tester ça en complémentaire. S'il décide de se lancer comme indépendant à titre principal, il a droit à bénéficier de la prime Airbag. Okay. Donc la prime Airbag est une prime de la région wallonne, via le Forum, qui est octroyée à toute personne qui se lance comme indépendant à titre principal sur le territoire wallon. Okay. Et donc la même démarche que pour la prime Créashop, il y a tout un accompagnement qui est réalisé, un plan d'affaires qui est construit, où nous, c'est le challenge d'aller finalement chercher... et titiller sur des questions comme finalement le plan d'affaires amène des chiffres et ça peut être amené par un comptable, mais finalement on va un peu plus loin dans cette démarche. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que pour les personnes qui exercent en tant que personnes physiques, il y a des structures qui accompagnent, qui structurent, qui permettent de passer d'une idée au projet, d'être encadré, et ça permet à des personnes qui ont une compétence métier avérée, mais qui n'ont pas la connaissance de ce qu'est une entreprise, l'esprit entrepreneurial, d'aller dans des structures comme chez Azimut, rencontrer une équipe qui va les aider à cheminer et à se mettre dans une logique d'essayer pour voir,
Et tant au niveau humain, ça c'est vraiment capital, qu'au niveau business, il y a toute une trajectoire d'accompagnement avec une personne de référence qui va être clairement leur coach, leur mentor et les amener à atteindre leurs objectifs. Si on s'arrête un instant justement à l'aspect financement, quels sont pour les indépendants, je dirais, les aides majeures? On a parlé d'Airbag. Tu as parlé d'un autre prêt pour l'aménagement de commerce, c'est ça? La prime Créashop, oui. La prime Créashop. Ce sont des primes, donc c'est de l'argent que je reçois que je ne dois pas rembourser. Voilà, tout à fait. On est clairement donc, dans de l'argent qui est mis à disposition. Tout à fait. La prime Créashop est vraiment liée à l'aménagement du commerce même. La prime Airbag porte bien son nom, donc ça aide à recevoir les premiers salaires quelque part et bénéficier de ce petit coussin qui est difficile à se créer en lancement d'activité. Et moi j'ai une question à poser. La personne qui a perdu son emploi et qui a une compétence métier et qui a l'envie de se lancer en connaissance de cause, en étant encadrée, est-ce que cette personne conserve ses indemnités de remplacement pendant cette démarche, pendant cet accompagnement ou pas? Ça peut être juxtaposé dans un certain temps. Après, voilà, il bascule peut-être sur un statut de demandeur d'emploi ou, encore une fois, il se lance à un moment donné, à la fin alors de ses indemnités et de l'exercice de son préavis. On peut considérer que pendant toute cette phase où on est en apprentissage, on tisonne son marché, on va voir si le marché répond, on voit s'il y a de l'attraction et s'il y a de la rentabilité. Pendant toute cette période, la personne qui serait momentanément avec des indemnités de chômage garde ses indemnités de chômage. Bien sûr. Monsieur peut-être rajouter. Donc, elle garde ses... En fait, il y a plusieurs moments, je vais dire. Okay. Il y a le fait, j'ai perdu mon emploi, par exemple, je veux préparer mon idée, la structurer. Donc là, il y a typiquement des structures comme Azimut qui peuvent aider à préparer tout ça. Donc là, par définition, la personne n'est pas encore lancée au sens numéro de TVA, ni complémentaire, ni autre. Sa première partie. Et là, et c'est pas toi que je vais le dire, mais quelque part, tout le monde peut être accompagné d'une manière ou d'une autre. Que la personne soit déjà lancée, pas encore lancée, demandeur d'emploi, étudiant entrepreneur a fortiori. J'ai dit, il y a des structures pour tout le monde, pour faire simple. Donc il n'y a pas d'exclusion de telle ou telle catégorie. Donc une fois qu'on prépare son projet, on est accompagné, les allocations sont conservées. Il y a une partie de test qu'on peut faire a fortiori chez Azimut avec le côté couveuse, où là on a un aspect, je pratique mon activité mais en mode sécurisé, protégé, puisque c'est Azimut en tant que couveuse qui est la structure juridico-administrative de manière transitoire, et puis on voit, ok, est-ce que la mayonnaise prend un peu, beaucoup ou pas assez, et là la décision se dit, ok, est-ce que maintenant, grâce à ça, est-ce que je me lance vraiment à mon compte, je vais dire, ou pas? D'accord. Donc là, il y a vraiment différentes étapes, et ce que je voulais ajouter, c'est que allocation de chômage, a priori, oui, il faut quand même aussi faire des démarches vers le NEM, pour être sûr que le NEM et donc le Forum en termes de contrôle ne mettent pas une pression en termes de recherche d'emploi. Mais ça, c'est un autre aspect. Ma question, Manon, c'est, j'imagine, je suis avec une compétence métier que j'ai envie de déployer en tant qu'indépendant, je reçois une indemnité de 1 200 € pour dire quelque chose, mais on ne connaît pas les montants. C'est important quand même que je puisse garder ces montants minimum et ne pas me retrouver à zéro du jour au lendemain. Donc tout ça est possible à travers la structure. Finalement, pour une reconversion aussi. Parce qu'on parle vraiment là de reconversion. Il y a les jeunes qui quittent l'école avec un diplôme, une matière apprise, mais il y a la reconversion. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque part... il y a quand même pas mal de gens en reconversion. Et donc, ça veut dire que c'est un élément qu'on a tendance à oublier, c'est en fait ces avantages-là. Si oui, c'est cette sécurité qu'une structure comme Azimut, coopérative d'activité, peut proposer. Certes, j'ai envie de donner un autre exemple aussi, parce que pour l'instant, on accompagne, on a tout un parcours dédié au gaming. Donc, il faut savoir que le poids du jeu vidéo en Wallonie est plus élevé que celui du monde filmique. Donc, vous imaginez un petit peu le milieu financier derrière. Et en fait, ces personnes ont obtenu ces compétences métiers via diverses écoles et formations, Technocité, Technofutur, etc. Mais on ne leur a jamais appris
le métier d'entrepreneur et donc comment s'organiser, parce que le but finalement dans le gaming, c'est de créer des studios. Donc on se retrouve avec des profils gamers qui sont même entre eux différents. Et donc comment réussir une association efficace aussi, parce que c'est souvent où le bas blesse. Hein. On parle du manque de définition de sa cible, mais très souvent aussi c'est l'association qui fait défaut. Et donc nous, on travaille aussi toutes ces questions avec eux. Et c'est vrai qu'il faut un certain temps pour mettre ça en place. Et donc ce gel des allocations qui est possible dans une SAS permet justement cette prise de recul et de se dire je vais poser le cadre correctement, et donc ce qui va pouvoir m'aider à lancer mon activité de manière intelligente. Très bien. Parfait. Certains de vos projets, pour en revenir au mode de financement et aux différents outils de financement, utilisent le crowdfunding. Oui, alors, tout à fait. Le crowdfunding, c'est une très chouette solution, mais qui demande pas mal de préparation, non? Comment fonctionnez-vous par rapport à ça? Tout à fait, c'est une vraie campagne de communication qu'il faut mettre en place, parce que donc, le crowdfunding est une possibilité d'aller chercher du financement externe, un petit peu comme le prêt coup de pouce, comme on a pu expliquer. Donc en fait, on présente un projet sur une plateforme, et donc les visiteurs externes peuvent investir dans ce projet. Je parle par exemple de quelqu'un qui va créer des lunettes. On peut se dire, tiens, moi je crois en ces lunettes qui sont super design, etc., produites en Wallonie, moi ça m'intéresse, je vais investir et préacheter une première paire de lunettes. Et donc, le créateur, l'opticien, va attendre d'avoir une récolte de fonds suffisante pour pouvoir lancer les productions. Donc lui, le gros avantage, c'est de ne pas se retrouver avec 10 000 paires de lunettes sur son dos qui ne seront invendables, et donc de tester aussi, encore une fois, le marché. Et pour ça, dans les prérequis, certes, il faut une campagne de communication qui soit très bonne. Il faut savoir que le temps d'attention sur les réseaux est actuellement de 8 secondes. Donc il faut que quand on arrive sur la plateforme, qui se Bank ou Ulule ou ce genre de choses, en 8 secondes, je sois convaincu de préfinancer une paire de lunettes. Ce sont des formats très courts, évidemment. Vous faites ça, vous, Anne, à l'asso Alfin, du crowdfunding? Alors, on ne le fait pas à l'asso Alfin, mais sur la plateforme Euroquity, on trouve des plateformes de crowdfunding et donc ils peuvent contacter les startups qui sont présentes sur la plateforme. Alors, pour proposer une campagne. Mais, merci Manon. Un petit mot pour être dire, Anne. On a clairement une plateforme qui permet de rassembler la diversité des investisseurs. C'est bien ça, Euroquity? Parce qu'on a vu tout à l'heure BeAngel, notre ami Pierre, InvestBW. On a parlé de crowdfunding avec Manon. On a parlé de tous les leviers possibles avec Bernard. Et donc, vous centralisez tout à fait l'ensemble de ces opérateurs. C'est une marketplace, quoi. Comment faites-vous? C'est une sorte de marketplace, si on veut. Donc, on y trouve d'un côté les entrepreneurs, porteurs de projets à la recherche de fonds. Ouais. De l'autre côté, on y trouve des investisseurs tout type, toute catégorie. Donc, typiquement, les plateformes de crowdfunding peuvent avoir un profil sur la plateforme. Les business angels, investisseurs privés. Les invests publics. Les fonds corporate, par exemple. Donc, tout type, toute catégorie d'investisseurs peut se créer le profil là pour y être présent et rentrer en contact avec des projets qui l'intéressent selon ses critères d'investissement. Parce que c'est typiquement le genre de filtrage qu'on peut faire facilement sur la plateforme. Donc, la plateforme, elle est en ligne, elle est internationale, c'est un avantage aussi. Ça ne se limite pas juste à la Belgique. On y trouve de toute l'Europe des profils. Donc, les sociétés, les investisseurs et aussi les structures accompagnantes, donc les incubateurs, les accélérateurs, les CEI. Ça veut dire que je dois avoir une structure juridique pour m'inscrire sur la plateforme? Ou je dois déjà avoir un numéro d'entreprise ou un numéro de TVA ou pas? Alors, on peut se créer en tant qu'entrepreneur le profil sans le numéro de TVA, mais si on veut activer une levée de fonds sur la plateforme, c'est-à-dire l'afficher pour que les investisseurs puissent le voir et puis ensuite prendre contact, là, on demande effectivement le numéro de TVA. Est-ce que, parce que j'essaie de vous joindre toutes les deux, est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un accompagné par une SAS avec le numéro d'ASAS de demander un crowdfunding via la plateforme? Tout à fait. Mais ils peuvent aussi
y aller directement, évidemment, mais souvent, c'est intéressant pour avoir de la visibilité pour ces porteurs de projets et ces nouveaux projets. Ils ne sont encore pas très connus et voilà, être sur la plateforme leur ouvre des portes tout de suite un très grand public, d'ailleurs international, sans beaucoup d'efforts et sans coût, parce qu'il n'y a pas de transaction d'argent sur la plateforme, donc c'est totalement gratuit. Donc la plateforme met les personnes, crée la première rencontre, le premier match, et puis après, comment ça se passe? Alors après, la plateforme se retire, j'ai envie de dire, car le but, c'est effectivement que ça se passe en discussion, en négociation, entre les entrepreneurs, les investisseurs et l'accompagnement par les structures accompagnantes. Donc ce n'est pas le rôle, la mission de la plateforme d'y intervenir. Par contre, on facilite, c'est-à-dire on va organiser 8 à 10 fois par an des sessions de pitch, par exemple, où on donne un podium à ces startups à la recherche de fonds pour rencontrer ou pour présenter leurs projets à toute notre base de données d'investisseurs. Ce que BeAngel ne veut pas faire pour les jeunes qui ont envie de savoir comment on fait un pitch, ils pourraient le faire en venant sur la plateforme. Tout à fait, parce qu'une fois qu'ils ont envie, ils nous annoncent qu'ils veulent pitcher. D'ailleurs, on fait d'abord une session de dry run ou de pitch blanche, si on veut, de coaching, pour les préparer à faire face à ces investisseurs. Donc ils peuvent venir faire de l'apprentissage chez toi, en fait. Tout à fait. Pas chez toi, sur la plateforme. Sur la plateforme, dans l'équipe, et aussi sur la partie plus... Qu'est-ce que c'est la levée de fonds, parce que, bon, vous en avez parlé beaucoup, mais on sait que beaucoup de ces nouveaux entrepreneurs ne sont pas spécialistes tout de suite de tout ce processus qui est quand même complexe de la levée de fonds. Et donc, on a développé justement un programme de sensibilisation à la levée de fonds qui s'appelle GoFunding, pour lequel on peut s'inscrire quand on est une entreprise constitué de moins de 3 ans. C'est vraiment pour les nouveaux. Oui, pour les phases de démarrage. Tout à fait. Et si on s'inquiète un peu du volume et du trafic sur cette plateforme, où en êtes-vous à l'heure d'aujourd'hui? Oui. Alors, si on parle en nombre de levées de fonds, je parle juste uniquement pour la Belgique, focusons-nous sur la Belgique. Donc, annuellement, minimum 60 levées de fonds sont annoncées sur la plateforme. D'accord. En termes d'investisseurs, la base de données, elle est très large parce qu'elle est internationale, évidemment. Mais donc, rien que pour la Belgique, il y a 200 investisseurs uniques présents sur la plateforme. Mais si on va regarder une session de pitch, typiquement, en moyenne, 50 investisseurs vont s'inscrire et participer à une session. Quand tu parles d'investisseurs, c'est des gens qui ont de l'argent dans leur portefeuille et qui sont prêts à le mettre sur la table pour rentrer dans le capital d'une entreprise ou que sais-je encore, c'est ça? Tout à fait. Mais donc, ça peut être un fonds public, comme ça peut être un BeAngel, comme ça peut être une plateforme de crowdfunding qui va dire « OK, c'est un projet intéressant, parlons de créer une campagne ensemble », par exemple. Est-ce que c'est valable? Vos GoFunding, là, c'est uniquement belge ou c'est aussi à l'international? Alors non, le programme de sensibilisation GoFunding, il est pour le moment pour les entreprises, les startups, les porteurs de projets wallons. Ah ok, pour le moment. On a la priorité. Voilà, on a la priorité. C'est quand même un budget qui vient de la région wallonne et donc il y a une priorité. C'est parce qu'on travaille en phase. Pour l'entrepreneur, c'est gratuit de s'inscrire sur la plateforme? Tout à fait. Tout est gratuit et les investisseurs aussi ou eux payent? Oui, non. Tout est gratuit pour tout? Tout est gratuit. Donc c'est vraiment, le but est vraiment que ces projets trouvent le funding nécessaire pour se développer, pour croître, créer de l'emploi, amener de l'innovation, etc. Donc la région a décidé de mettre ce budget pour faciliter cela. Est-ce que vous vous connaissiez? Oui, on se connaissait. Et vous avez déjà travaillé ensemble? On a déjà été dans des jurys où, justement, en termes d'accompagnement... Mais Azimut n'est pas sur la plateforme en tant que tel? Si, je pense que si, oui. Mais je ne sais pas via quel porteur de projet, par contre, parce qu'on en a quand même plus de 300 en accompagnement. Donc, en tant que structure d'accompagnement. Ah oui, ok, voilà. Tout à fait. Hein. Très bien, encore un bel outil. Bernard, tu as l'habitude de tisonner. Je sais que tu as clairement des liens. Ça fait partie des outils que tu utilises
et que tu recommandes à tes clients? Ça fait partie des outils utilisés. Je croise Anne à de nombreux endroits, je dirais, que ce soit dans des jurys, dans des pitchs, etc. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Eric, un autre canal, je dirais, pour voir des pitchs, il y a les forums Mind and Market. Il y en a un certain nombre qui se font chaque année sur l'ensemble de la Wallonie et sur Bruxelles. C'est aussi une autre manière, je dirais, de voir des pitchs en conditions réelles. Maintenant, c'est clair que les aspects pointu des négociations, ça reste toujours en petit comité, évidemment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai l'impression que la visibilité d'un pitch, bon, ok, nous sommes d'accord, on a quand même bien vu que ça se préparait, hein, un pitch, il y a un certain nombre d'éléments, mais pour voir et se rendre compte à quoi ça ressemble, c'est un peu comme un film, quoi. Si on n'en regarde pas, on ne sait pas, hein, tu vois, et donc, il n'y a pas assez de visibilité là-dessus, je trouve, en tout cas, sur ce qu'on a, la problématique des pitchs financiers. Je reprends l'image que j'ai utilisée tantôt. Les étudiants qui arrivent en dernière année de master ou de bac, ils vont devoir faire un travail de fin d'études. Ils ne savent pas forcément ce que c'est non plus. Non. On est dans la même situation. Okay. Très bonne situation. Hein? Maintenant, par exemple, le programme GoFunding prépare aussi un petit peu à ça, parce qu'il y a un module sur le pitch, justement, hein, et donc on va parler de comment je transforme mon business plan en pitch deck, en présentation. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Quels sont les 10 éléments qui doivent se retrouver typiquement dans un pitch deck investisseur? Et puis, on va faire la partie plus pratique. Ma posture, comment je me présente, comment je présente mon projet, quelles questions poser, etc. Donc, les deux, on les laisse faire exercice dessus. Et pour ces entrepreneurs qui, après le programme, se décident de vraiment ouvrir leur capital et aller vers une levée de fonds, on leur donne la possibilité de participer à un pitch chez nous qu'on qualifie plus early stage, hein, parce que souvent nos pitchs sont plutôt en phase seed avec un montant recherché moyenne de 800 000 €. Mais ici, typiquement, ces projets-là sont plutôt à la recherche de montants plus petits. Excuse-moi, parce que je suis le monsieur qui n'y connaît rien. Tu as parlé de seed. Seed, c'est quoi? Oui, alors seed, c'est en anglais, c'est la petite graine. En fait, ça veut dire, j'ai une idée. D'accord. À un moment, j'ai une idée d'un projet, de quelque chose, et j'ai déjà réalisé de ce projet quelque chose de plus concret. Voilà, donc j'ai déjà un prototype ou les premiers produits ou le premier service ou une première idée de l'app que je veux développer ou quelque chose. Donc je suis déjà sortie de la phase idée. D'accord, mais je ne suis pas encore avec une valorisation de plusieurs millions d'euros. Donc, je suis un peu entre ces deux-là. Et c'est souvent cette phase-là qui est difficile à financer parce que c'est cette phase-là qui est à risque. Et donc, c'est là où souvent il y a un mixte de financement qui va être constitué. Vous en avez parlé. On en a parlé tout à l'heure. Par rapport à la diversité des acteurs, est-ce que tu vois un secteur qui semble sortir un peu du lot et qui matche mieux, ou alors tous les secteurs ont leur place sur la plateforme? Alors, tous les secteurs ont leur place sur la plateforme, mais c'est clair qu'il y en a qui sont plus populaires et pour lesquels il y a une quantité plus grande que pour les autres. Et ça se traduit dans tout l'écosystème. Ça, on le voit partout. Il y a tout ce qui est software, IT, etc., qui va très bien. Il y a aussi le biotech, medtech, healthtech, qui, franchement, qui est en boom. Bon, on comprend tout à fait pourquoi, etc. Mais même le foot le fait très bien pour le moment. Et donc, on a des périodes où l'un ou l'autre secteur remonte un peu plus, mais tout secteur est le bienvenu sur la plateforme. Et donc, on a des investisseurs très divers aussi dans leurs critères d'investissement, dans leur intérêt. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est une opportunité exceptionnelle d'aller chercher de la visibilité. C'est cela. Manon en parlait tout à l'heure, de l'importance, justement, dans le cadre de ces recherches de financement, au crowdfunding en particulier, mais pas que, d'avoir de la visibilité, du feedback. Et ça, c'est vraiment une opportunité énorme. Tout à fait. Et en termes de coût, quel est le coût pour s'inscrire sur la plateforme? Il n'y en a pas. C'est pour ça. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas juste qu'il n'y en a pas, mais c'est aussi, par exemple, les sessions de pitch qu'on organise, ils sont online. Donc, il n'y a pas besoin de prévoir de grand temps dans son agenda. En plus, comme c'est international, on peut avoir une participation des investisseurs des différents pays facilement. Et donc, c'est très efficace. Donc, pour un petit effort,
on a une grande visibilité et ça ouvre quand même pas mal de portes. Je vais intervenir parce que le temps avance. D'accord. Et il y a des questions qui arrivent? Il n'y a pas de questions qui arrivent, mais il nous reste que quelques minutes pour clore le débat. Je sais, on n'a pas répondu à tout. Je sais qu'il y a encore des milliards de questions qui se posent. J'ai quand même, tu voulais dire une dernière chose. Juste faire une petite différence justement entre ce que Euroquity peut proposer et le crowdfunding de manière générale. Les crowdfunding, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'il y a un intérêt important. Je ne vais pas les opposer, mais il y a des écueils dans le crowdfunding qu'on oublie souvent, voire qu'on ne connaît pas. Et je trouve que Euroquity, c'est une manière d'éviter ces écueils-là et de se préparer une première fois. Alors, je sais qu'on n'a peut-être pas le temps de lister les 3 gros écueils du crowdfunding, mais ça doit vraiment être là aussi anticipé, préparé, bien pour sûr, ne pas soi-même se tirer une balle dans le pied. Le crowdfunding n'est pas le Graal universel qu'on imagine a priori, donc ça doit être préparé aussi. Voilà. Alors, merci à toutes les deux. Avec plaisir. Merci à Bernard, à toi. Je voudrais quand même donner un petit mot de la fin, parce qu'on n'a pas parlé de nous, finalement. Hein. On a fait parler tout le monde, mais on est quand même là au milieu de tout le monde, en fait, finalement. Hein. Au CEU Louvain-la-Neuve et chez Capinov, on est là au milieu de tout le monde, et on est là pour accompagner. Hein, et on est là pour aider, je dirais détricoter, essayer de rendre le paysage un peu plus clair. Et c'était l'objectif de ce forum. Et donc voilà, donc on reste vos points de contact, je dirais, c'est un peu ça, et on reste le point d'entrée et de contact vers ce monde qui est un peu moins nébuleux, j'espère, pour l'instant. Et alors, en fait, je voudrais terminer, mais j'aimerais que Pierre et Clotilde reviennent nous faire un petit coucou de fin, même si elles n'ont pas de micro, même s'ils ne savent pas parler. Je ne sais pas si c'est possible qu'on les renvoie. Ils sont peut-être déjà en apéro. Ils sont peut-être déjà en train de boire un dernier verre ou un premier verre, mais venez faire un petit coucou de fin, quoi, ça serait sympathique. Et on va clôturer là, hein, en espérant voir et rencontrer des potentiels porteurs de projets prochainement. Hein, c'est tout le mal qu'on espère. Christophe, le mot de la fin. Mais le mot de la fin, on a encore quelques minutes. Non. On n'en a plus. Non. Mais écoutez, voilà, le mot de la fin, il y en aurait plusieurs. Moi, il y a un mot, en tout cas, que j'ai envie de retenir et d'insuffler, de transmettre à toutes ces personnes qui veulent entreprendre ou qui veulent lever des fonds, c'est de prendre le temps, de se préparer, d'anticiper, d'aller voir les bonnes personnes et surtout, préparer cela sous forme d'une stratégie cohérente en invitant les acteurs les plus pertinents autour de la table. Tu as parlé tout à l'heure de fiançailles, mais je pense effectivement que c'est un moment qui est capital. Il faut d'abord passer par le dating, s'inscrire sur Tinder, et puis rencontrer, et puis voilà. Hein. Il y a toute cette phase. C'est Anne et sa plateforme. C'est la plateforme. Oui, c'est ça. Rectification. C'est le Tinder de l'investissement. Alors, on va rebaptiser ça alors maintenant. Hein. Mais en tout cas, merci. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir pris du temps pour partager ces informations avec tout le monde et tous ceux qui nous ont écoutés et regardés. Je suppose qu'on n'a pas été fait trop de bêtises, ni de trop machines aux mots. Vous étiez parfait. Vous étiez belle. Je pourrais même le dire aux dames, vous étiez belle. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt.